Bonjour à tous. Merci d'être venus sur la dernière conférence. Il restera une masterclass après, mais c'est la dernière conférence de ces 2 jours. Et on a décidé de la faire avec le comité éditorial sur le financement de la PropTech. Vous le savez, hier, ou vous le savez peut-être pas, mais hier on avait le concours de la startup la plus innovante, où on a eu 3 finalistes, dont un gagnant, Sparden, et EasyGo Contract en finaliste, et Avdal. Pour nous, c'est important de soutenir l'écosystème des startups au Maroc et de l'investissement, parce qu'on sait que c'est ce qui est le moteur de l'économie, quelque part, de demain. Et c'est important, enfin, on considère, et je considère aussi personnellement, très important de financer la PropTech si on veut améliorer les conditions du marché de l'immobilier de demain. Le marché immobilier, vous le savez tous, aujourd'hui, n'est pas, n'est pas dans ses meilleures heures au Maroc. C'est compliqué, et au final, si on veut pouvoir bien s'en sortir, il va falloir être plus innovant, il va falloir mieux travailler ses contacts, il va falloir être plus productif, il va falloir être plus efficace, plus efficient. Et aujourd'hui, une grosse partie de ces gains en temps vont passer par la technologie. La technologie depuis le départ, sur comment bien choisir son terrain, jusqu'à une bonne fluidité sur la transaction, jusqu'à un bon accompagnement. En tout cas, nous, c'est le pari qu'on met devant. Et ce que je voudrais souligner, c'est l'importance de financer les sociétés. C'est tout un écosystème, selon moi. Il faut des personnes qui portent des projets, il faut des personnes qui financent le projet, et il faut un écosystème immobilier qui puisse accueillir ces projets. Ça veut dire qu'il faut faire confiance aux jeunes startups. C'est le devoir de tout le monde, de tout le secteur immobilier, de s'entraider pour accompagner ces startups pour qu'elles puissent avancer. Nous, depuis Moubawab, on en a un bon exemple. On a été soutenus par des agents immobiliers qui nous ont fait confiance depuis des années, des promoteurs qui nous ont accompagnés. Même aujourd'hui, on est accompagné par des partenaires comme Lafarge, Orange, qui nous aident à créer cet événement. Et on doit aller chercher ce soutien pour que demain, au final, Moubawab serve aux agents et aux promoteurs comme un outil de développement du business. Donc c'est une entraide qui doit se passer. Donc pour discuter de ce sujet, on a la chance de compter avec nous aujourd'hui avec Monsieur Naoufal Fassifiri, qui est le patron de 212 Founders. 212 Founders, ça fait partie, c'est un véhicule d'investissement de CDG Invest, donc c'est le bras armé de la CDG pour l'investissement, spécialement dans les startups. Donc je pense que c'était intéressant qu'ils viennent ici pour qu'ils puissent discuter avec nous et qu'on puisse échanger sur aujourd'hui comment 212 Founders investit, qu'est-ce qu'ils recherchent, quels sont les critères, quelles sont les attentes face à une startup, avec un petit focus sur la PropTech également. On a la chance aussi d'avoir avec nous aujourd'hui Jérôme Révy, qui nous vient tout droit de Paris. Il est partenaire dans un fonds qui s'appelle NCI, et ils ont dans ce fonds un fonds d'investissement dédié à la PropTech qui s'appelle NCT. Donc Jérôme va nous parler de l'investissement au sein de la PropTech en Europe, pour comprendre comment est-ce que ça a évolué et comprendre les problématiques sur l'investissement, sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, faire un petit bilan aussi de ces dernières années d'investissement pour pouvoir comprendre et peut-être mieux appréhender l'investissement au Maroc. Alors, je vais passer la parole à Jérôme, si j'arrive à passer à la prochaine slide. Ah, c'est bon, je vais passer d'un coup. Voilà,
Jérôme, je te laisse. Ouais, simplement, je vais parler de quelques enjeux. Pourquoi aujourd'hui il faut investir dans la PropTech? Parce qu'on a affaire à des enjeux qui sont extrêmement importants. J'ai pris le cas de la France, mais en fait, ces enjeux sont mondiaux. Et parmi les enjeux les plus importants, j'en cite 3 ici. Le premier, c'est qu'on a une industrie qui nous paraît être en fin de cycle. L'industrie immobilière est portée aujourd'hui par des constructeurs, des gens qui sont dans le BTP, mais aussi des sociétés de promotion immobilière où, grosso modo, on construit aujourd'hui comme on construisait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. C'est-à-dire avec des cycles qui sont inefficients, qui sont longs, avec des déchets que l'on produit mais qu'il faut retraiter et qu'on ne retraite pas, sans digitaliser tous les process, etc., etc. Donc ça, c'est le premier sujet, et ce sujet-là, il est partagé, à mon avis, par tous les pays, c'est qu'il faut accompagner le secteur de la construction du BTP dans un nouvel ère où on va industrialiser pour construire davantage, construire mieux, de manière plus durable et plus rapidement. C'est le cas en France, c'est le cas en Europe, mais c'est le cas ici au Maroc, très probablement. Le deuxième enjeu qui est très important, en tout cas on est très sensible à ces enjeux-là en Europe, et je crois que ce sont des enjeux qui viennent ici, en tout cas qui concernent la planète entière, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, dont vous savez qu'une bonne partie de ces émissions de gaz à effet de serre, 70% des émissions de gaz à effet de serre sont dans la ville. Et dans la ville, pourquoi? Parce que c'est des enjeux de mobilité, mais il n'y a pas que la mobilité, il y a le bâtiment qui participe pour beaucoup aux émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on chauffe, on climatise, parce qu'on construit avec des matériaux qui produisent du carbone quand on les fabrique, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, c'est un enjeu plutôt de digitalisation. On a d'abord affaire à une population qui est beaucoup plus digitale, beaucoup plus mobile. Et tout simplement, on ne va pas acheter un bien immobilier, le louer ou consommer l'immobilier de la même façon qu'il y a 50 ans ou il y a 30 ans. Et Mumbawab en est un exemple flagrant. Donc ces 3 enjeux-là vont dessiner des opportunités d'investissement dans le secteur. J'en donne quelques exemples ici. Notamment sur ce que moi j'appelle la PropTech. La PropTech, pour moi, c'est tout ce qui tourne autour de l'usage du bien immobilier, de tout son cycle, de sa construction à sa gestion. Et donc là-dedans, on va trouver des sujets sur la fluidification des transactions, comment on fait pour acheter un bien plus rapidement. Je pense que vous avez entendu parler hier de la tokenisation des actifs. Demain, on n'achètera plus un bien immobilier en passant devant chez le notaire, en signant des papiers, en attendant 3 mois. On peut déjà aujourd'hui acheter un bien immobilier avec son téléphone, du bout du doigt, en achetant une petite portion d'un bien immobilier. Tout ça, c'est la fluidification du parcours de transaction. En France et en Europe, il y a eu des sujets sur la désintermédiation du secteur, c'est-à-dire comment on se passe des agents immobiliers. Aujourd'hui, on est revenu en arrière là-dessus, on se rend compte que les agents immobiliers, c'est important. Ça participe aussi à la fluidification du secteur. C'est pareil sur tout le property management, la gestion des biens immobiliers, la gestion des bâtiments. Il y a d'énormes sujets dessus de digitalisation pour aller plus vite, pour s'adapter à une population qui est beaucoup plus mobile, qui utilise le digital de manière native. Donc ça, ce sont des enjeux sur lesquels on va trouver des financements en Europe de manière assez large. Et puis on a aussi des nouveaux usages. On a beaucoup parlé du coworking, mais il y a des pays en Europe où la tension sur le logement est telle qu'on va faire du co-living, c'est-à-dire qu'on va partager des espaces. Il y a aussi des enjeux, par exemple l'habitat senior. Qu'est-ce qu'on fait des seniors? Est-ce qu'on les garde nous et comment est-ce qu'on vit avec eux? Donc, et ça, c'est les nouveaux modes de vie qui font également l'objet de financement. Et puis après, il y a un autre chapitre qui concerne tout ce qui tourne autour de la fintech appliquée à l'immobilier. C'est tout ce qui tourne autour des assurances, tout ce qui va tourner aussi autour du financement de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire, etc., etc.
Ensuite, il y a un gros sujet, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est sur la construction et le BTP. Et moi, je vois plusieurs enjeux là-dedans. Le premier, c'est d'augmenter la productivité. Comment on fait pour construire mieux, pour construire plus vite, pour construire de manière plus durable. C'est pour ça qu'il faut décarboner les constructions pour éviter d'émettre du carbone quand on fabrique des bâtiments qui sont majoritairement en béton. Il y a des enjeux de collecte et de valorisation des déchets. La maturité des pays n'est pas toujours la même sur ces sujets-là, mais c'est des sujets qu'on rencontre en Europe et sur lesquels également le Maroc se positionne aujourd'hui. Après, on a des sujets d'industrialisation des procédés, c'est-à-dire qu'on a par exemple des robots qui construisent des maisons, on a la possibilité de construire des immeubles dans une usine, puis ensuite on va assembler ces immeubles sur un chantier, ce qui fait qu'on réduit, on divise par 2 le temps de construction d'un immeuble. Donc ça, c'est des enjeux qui sont adressés aussi aujourd'hui quasiment partout dans le monde. On a un troisième secteur qu'on appelle la Smart City. La Smart City, ça a à voir avec la PropTech parce qu'on est quand même dans le domaine de l'immobilier. C'est comment on pense la ville pour qu'elle soit plus agréable, pour qu'elle émette moins de carbone. On en revient aussi au même sujet, mais aussi parce qu'elle est davantage connectée et intelligente. Voilà. Donc il y a des sujets autour de la mobilité, de l'aménagement du territoire. Il y a beaucoup de sujets autour de l'énergie. C'est une grande préoccupation en Europe. Le coût de l'énergie est très cher. Comment on fait pour faire opérer une transition au niveau de l'énergie? Et puis le smart building, c'est l'intelligence des bâtiments. Alors, simplement pour dire que ces sujets-là sont adressés en Europe depuis quelques années. J'ai mis ici quelques chiffres. On est parti de 2010. Ici en France, on voit qu'il y a une grosse dynamique de création de start-up dans les années 2014, et qui, non pas qu'elle s'éteigne, mais elle devient un peu plus faible. Alors, les chiffres datent d'avril 2023, c'est les chiffres que j'ai trouvés. Je pense qu'ils sont faux, mais la dynamique est la même. C'est-à-dire qu'il y a moins de création d'entreprises aujourd'hui que ça ne l'était en 2016, mais moi, j'ai créé ma start-up en 2009, qui était sur la PropTech, et donc je vois bien ça arriver. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va venir ici au Maroc très probablement, c'est-à-dire qu'on aura une courbe d'adoption, mais cette adoption, elle devient difficile. C'est pour ça que Kevin disait tout à l'heure qu'il faut des financements, mais il faut aussi des partenaires, des gens pour adopter ces innovations. Et nous, en France, on a eu beaucoup de mal à adopter ces innovations. Et puis, on a eu l'effet ensuite de la crise. C'est pour ça qu'on a moins de création d'entreprises ici. Et il y a des raisons, je ne vais pas y revenir aujourd'hui, mais je pourrais y répondre, pour lesquelles certaines innovations n'ont pas été adoptées sur le marché. Simplement, peut-être on peut passer au slide d'après pour montrer que on est quand même dans une grosse dynamique de levée de fonds en Europe, parce qu'on est parti d'1 million en 2015 pour arriver à des sommes en 2022 qui tournent autour de 12 millions d'euros investis dans la PropTech en France. Cet argent-là, il était investi par des fonds d'investissement, mais aussi par des investisseurs institutionnels. On a la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'équivalent de la CDG, qui est très active en France. Mais on a aussi un énorme écosystème de business angels qui vont porter l'innovation en investissant leur argent personnel dans des startups. Mais on a aussi beaucoup ce qu'on appelle des industriels. L'équivalent d'un Mobawab en Europe ou en France va investir aujourd'hui dans des startups. Il investit soit directement, prenant du capital, soit indirectement au travers des fonds. Et ça participe à tout cet écosystème dont les startups ont besoin pour être adoptées, parce que les temps d'adoption sont quand même beaucoup plus longs que ce qu'on peut imaginer. Peut-être un sujet, la répartition des fonds réalisés par les PropTech selon le segment. On voit qu'on a adressé beaucoup de sujets autour des services, les services professionnels, les services d'intermédiation. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle, évidemment. On a des sujets autour de la gestion des biens locatifs, et donc l'intelligence artificielle appliquée à ça, le traitement des processus, etc. Donc il y a beaucoup de sujets. Il y avait eu beaucoup de sujets blockchain, et ces sujets blockchain ont un peu disparu
Ils n'ont pas totalement disparu, mais ils ont un peu disparu aujourd'hui. Ils sont moins en avant. Et là, actuellement, on a des sujets plutôt qui sont liés à la transition environnementale. C'est comment on fait pour rénover le bâti plus rapidement, comment on fait pour piloter la consommation énergétique des bâtiments, etc. etc. Voilà les grands sujets. Ah oui, je peux peut-être effectivement faire un focus sur la crise. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la crise? C'est une crise de la tech. Cette crise de la tech, elle nous vient des États-Unis. C'est-à-dire on assiste depuis, on voit ici une chute très massive des valeurs technologiques. Si vous regardez toutes les valeurs technologiques en bourse, elles chutent. Et en fait, on voit un parallèle avec les investissements qui sont faits dans les startups. Eh bien, on a une courbe qui est similaire. C'est-à-dire que plus les valeurs chutent et plus les investissements chutent. Et d'ailleurs, il y a une corrélation très importante entre l'augmentation des taux d'intérêt et la diminution des valeurs, enfin des valorisations des startups. Donc cette crise-là, c'est une crise qui est mondiale et donc qui a plusieurs effets. Et on peut passer au slide d'après. Je ne vais pas les lire, mais le premier effet, c'est que l'investisseur va être beaucoup plus prudent dans sa façon d'approcher la valorisation d'une start-up lorsqu'il va investir. La valorisation, c'est le prix. C'est comme vous achetez une voiture, elle vaut 10 000 euros, vous pouvez négocier le prix, mais elle a toujours un prix de marché. Ce prix de marché, aujourd'hui, les investisseurs le discutent parce que des niveaux de valorisation trop élevés ne permettent pas à une entreprise d'être financée sur le long terme. Ça, c'est une des recommandations que je ferai à des entrepreneurs qui seraient ici, c'est de ne pas commencer des tours de table avec des valorisations trop élevées ou trop déconnantes par rapport à la valeur réelle de la technologie ou du sous-jacent porté par l'entreprise. Donc, la première conséquence immédiate de cette crise, c'est une chute des valorisations. On avait des niveaux de valorisation qui pouvaient atteindre 20 fois le revenu récurrent annuel et on tombe aujourd'hui à des valorisations qui sont à 5 fois le revenu annuel récurrent. C'est pour vous dire la chute de la valorisation. Et ça, c'est un vrai problème parce que quand vous avez des investisseurs qui ont investi dans une boîte qui était valorisée 20 fois la RR, et quand elle a plus d'argent, qu'on va chercher des nouveaux investisseurs qui n'investissent qu'à 5 fois la RR, grosso modo, tout le monde se retrouve complètement déconnecté par rapport au prix réel. Et donc ça, c'est un vrai souci. On a beaucoup de startups qui déposent le bilan ou des startups qui sont rachetées par des industriels pour racheter la technologie. Donc pour éviter de tomber dans ce cycle-là, la meilleure solution étant d'avoir des valorisations qui sont en corrélation avec son niveau de chiffre d'affaires, mais qui sont des valorisations faibles. C'est-à-dire qu'au lieu de lever des gros montants, ça c'est une des conséquences, au lieu de lever des gros montants, on va lever des plus petits montants avec des valorisations qui sont relativement cohérentes. Et je crois que ce n'est pas mon confrère qui me dira le contraire. Alors, les anticipations qu'on a sur le marché, c'est qu'on a quand même des grands enjeux qui sont encore à financer, qui sont à couvrir, on en a parlé tout à l'heure. Donc je n'ai pas de difficulté à dire que la PropTech et la ConstructTech sont des secteurs qui vont être en plein développement, qui vont nécessiter des gros moyens, donc qui sont à financer. Donc on a une tendance structurelle qui est toujours là, on a besoin de produire du logement, on a besoin d'habiter, c'est un besoin qui est vital, qui va donc être financé. Mais côté investisseur, on va être beaucoup plus prudent sur la façon dont on va valoriser les entreprises, je vous l'ai dit, mais aussi pour les entreprises qui sont financées, on va les pousser au maximum à la rentabilité et éviter de surfinancer de l'acquisition, par exemple, et plutôt aller dans des modèles qui sont donc rentables. Et côté start-up, on n'aura plus de levée en pré-seed, enfin pré-amorçage, uniquement sur la base d'un PowerPoint. Ça, je pense que c'est fini. On va investir dans des sociétés qui ont déjà un peu de chiffre d'affaires, qui ont déjà des clients, dont on a démontré qu'il y avait un produit qui avait trouvé son marché. Voilà. Et donc ça, c'est ces grandes tendances de fond. En fait,
c'est une correction qui est normale. On arrive à une situation normale de marché après quelques années d'euphorie où il y avait beaucoup de fonds. Alors, j'ai oublié de préciser que les fonds d'investissement ont toujours de l'argent. Ils ont de l'argent qu'ils ont levé depuis quelques mois, quelques années. Cet argent, il est disponible, mais pour être investi, il doit être investi au bon prix. Et donc, cette corrélation entre la valorisation de l'entreprise et le marché réel doit être trouvée aujourd'hui pour éviter des valorisations excessives. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette intervention. C'est intéressant parce que ça donne un point de vue aussi des besoins qu'il y a en Europe, mais au final, c'est des besoins qui sont mondiaux. Ça, il y a un point quand même sur la tech qui est intéressant, c'est que moi, je ne crois pas aux besoins qui existent en Espagne ou en Russie ou au Maroc. Au final, c'est généralement des besoins qui sont quand même très similaires. Et ça donne aussi des opportunités aux startups marocaines d'aller s'internationaliser. Je voudrais aussi qu'on parle, parce qu'il y a des points très intéressants, donc la crise de la tech quelque part, avec des valorisations qui ont gravement chuté, et un regard un peu plus attentif aux investissements. Aujourd'hui, je pense que c'est important, c'est bien de voir le marché, on va dire, global, mondial, avec des choses très claires sur où est-ce qu'il y a de l'appétence, en tout cas pour investir, où sont les tendances. Ce que je voudrais discuter maintenant avec toi, Naofal, c'est de voir au Maroc, que tu nous racontes un petit peu pour qu'on sorte un peu du mythe des fonds d'investissement au Maroc, etc. Il y a de l'argent à investir, Jérôme l'a dit, et je crois que c'est le cas. Je confirme. Il y a de l'argent à investir. Qu'est-ce que tu recherches dans les startups marocaines? Sur quoi vous mettez le doigt? Comment vous sourcez? Comment on s'adresse à vous? Et comment vous accompagnez après par la suite? Si tu pouvais nous faire un dessin de l'application de tout ça sur l'investissement au Maroc, on t'en serait très reconnaissant. Avec plaisir. Premièrement, merci pour l'invitation. Alors, on est d'accord par rapport à tout ce qui s'est dit, parce que finalement, le Maroc, c'est 10 ans, il y a 10 ans la France. Donc on sera dans cette position dans 10 ans, dans le sens où on est. Donc aujourd'hui, en tant que 212 Founders, en fait, déjà, je pense que vous connaissez le programme 212 Founders, donc c'est le premier programme d'accompagnement et d'investissement qui a été mis en place par la CDG pour un peu dynamiser cet écosystème, construire un deal flow et sourcer nos startups. Donc, quelques chiffres. Depuis le lancement, on a accompagné dans nos programmes 90 startups sont passées par nos programmes d'accompagnement et on a investi dans 16 d'entre elles. Donc déjà, on voit l'écart énorme d'investissement. Donc être dans un programme d'accompagnement n'est pas forcément donne suite à l'investissement. Tu peux nous dire juste la différence entre un programme d'investissement, enfin entre un programme d'accompagnement et un investissement? Tout à fait. En fait, le programme d'accompagnement ou d'accélération, si on peut l'appeler comme ça, en fait, on travaille avec l'entrepreneur sur tous les aspects business. On regarde donc le marché, le product fit, la stratégie d'acquisition client, en fait, vraiment le business model. On travaille tous ces aspects-là et on cherche l'attraction. Donc, on évolue l'attraction et l'exécution de l'entrepreneur pendant toute cette période-là d'accompagnement et comment il évolue et il exécute cette acquisition. Et l'investissement vient à la fin, finalement, au comité qu'on présente, pour pouvoir fioler, maintenant qu'on a démontré que le projet fonctionne, il y a un marché, il y a un intérêt, et il y a du potentiel de scale, donc l'investissement va fioler. Donc c'est pour ça que j'attire aussi l'attention que l'investissement en soi, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une réussite, parce qu'on entend malheureusement beaucoup, et on félicite les gens comme si, une fois qu'ils ont levé, que ça y est, pour eux, c'est la finalité. Alors qu'au contraire, c'est vraiment le début des problèmes. Je te comprends très, très, très bien. Donc ça, c'est très, très important à le dire et à le faire, parce que on aura plus tard un témoignage d'un de notre portefeuille qui va vous raconter comment il a fait le process et qu'est-ce que ça lui a apporté aussi d'être investi. Donc pour revenir, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recherche en tant que fonds? Évidemment, déjà la définition d'une start-up, parce qu'il y a une énorme confusion. Qu'est-ce que c'est une start-up? Déjà, ce n'est pas une SS2I qui fait un logiciel, qui développe un logiciel pour une solution, parce qu'il y a cette confusion.
que c'est une prestation de service qui a développé. Donc une start-up égale hyper-croissance. Marché marocain, marché africain, marché international qui peut être répliqué et dupliqué sans forcément avoir de la ressource humaine qui le fait. Donc des SaaS, etc. Donc vraiment, c'est ce qui va permettre d'attaquer différents marchés mondiaux avec le moins de ressources possible et que finalement, ça va scaler incroyablement. Donc c'est ça, on recherche vraiment l'hypercroissance. Quel est le projet qui va vraiment permettre d'accroître fois 10, fois 100 les revenus de cette entreprise-là. Donc ça, d'une part, c'est ce qu'on recherche en tant que fonds. Deuxièmement, très important, c'est le porteur de projet. Donc son expérience passée en relation avec le métier qu'il fait, en fait, le projet qu'il porte, c'est aussi important. Son expérience et ses échecs sont aussi quelque chose qu'on regarde, on les regarde dessus parce qu'on apprend de nos échecs, c'est important de le savoir et de le vivre. Et bien évidemment, le projet en soi, quel est son potentiel de marché, quelle est sa scalabilité, quel est son potentiel, en fait, on essaie d'analyser tous ces aspects-là et c'est ce qu'on recherche, en fait, un projet qui va changer la vie du client final, d'accord, tout en adoptant une approche scalable. Donc voilà ce qu'on recherche dans n'importe quel projet. Donc innovation, qualité et expérience de l'entrepreneur et ambition internationale. Okay, donc il y a une vraie dimension aussi internationale dans l'accompagnement parce que tu es d'accord avec moi, il n'y a pas que pour la PropTech, mais la techno, c'est des marchés mondiaux, quoi. C'est la définition de la techno. Ça te permettrait évidemment d'aller à l'international et d'adresser divers marchés. On l'a vécu depuis le Covid. En fait, aujourd'hui, tous les meetings, une bonne majorité de meetings se fait en visio. Donc, on a adopté ça. Donc, la partie digitalisation a facilité la vie. Donc, même l'accès à d'autres marchés internationaux à partir du Maroc, c'est aujourd'hui faisable et ça se fait déjà. Okay. Donc, ouais. Non, j'allais juste définir le côté programme accélération et donc l'accompagnement. Donc ça se fait. Donc la différence, donc c'est l'accompagnement. Une fois que l'entreprise elle a investi, évidemment il y a tout un dispositif qui est mis en place pour accompagner cet entrepreneur qui fait partie de notre portefeuille à scaler finalement, à exécuter et on le suit sur tous ces aspects-là. Okay. Merci. Je pense que c'est intéressant. On avait discuté de pouvoir faire intervenir. Mohamed. Ouais. Alors, je me retourne. Alors, moi, je suis Mohamed Etiadji et j'ai fondé une startup qui s'appelle Sorblia. Et effectivement, quand on est accepté dans l'incubation, donc les 6 premiers mois, on a l'impression que c'est une prépa. On travaille beaucoup, on a des métriques. Et à chaque fois qu'on arrive à dépasser un challenge, on nous rajoute de nouveaux points à challenger. Et c'est une super école parce qu'en fait, on apprend vraiment à se dépasser déjà. La résilience aussi, c'est un point qu'on apprend dans l'incubation. Et le moment fatidique, quand l'argent tombe sur le compte, on se dit putain, c'est une délivrance. On a l'impression, effectivement, je pense que je ne suis pas un cas isolé, on a l'impression qu'on est arrivé au bout de ses rêves. Mais en fait, c'est un gros fardeau parce qu'on a de l'argent, mais maintenant on doit dérouler, exécuter. Et la roadmap qu'on a pitchée, d'ailleurs, à chaque fois qu'on pitch des business plans, on est là avec des chiffres qui font rêver. Après, des fois, la réalité nous rattrape. Et c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on pivote à un moment donné, etc. Bon, là, c'est après, c'est dans l'exécution. Mais bon, c'est vrai qu'avoir l'argent, ce n'est pas une finalité. Beaucoup de gens aussi pensent qu'on a 3 millions, 6 millions, 11 millions, et c'est dans la poche, et donc on est riche. En fait, l'entreprise est endettée, puisque la plupart, il faut le dire, la plupart de l'argent va en compte courant associé, donc c'est une dette, et donc c'est de l'argent qu'on est obligé de faire travailler pour arriver à l'objectif. Ensuite, il y a la partie post-investissement, où on est accompagné, et c'est pour ça que le programme CDG, nous on l'avait choisi parce qu'il y a un accompagnement avant l'investissement et après l'investissement. Et après l'investissement, c'est là que les choses deviennent plus sympathiques, parce qu'on a des mentors de haut niveau, vraiment, je ne sais pas si je peux les citer. Ok, Omar Ben Moussa, par exemple, qui est ex-founder de Captain, chauffeur privé en France, qui est un de mes mentors et qui nous accompagne aussi sur la partie scaling. Donc voilà, je pense que ça, c'est un premier témoignage qui est important. Ensuite, je ne sais pas s'il y a des questions.
Enfin, Alors, juste avant d'ouvrir le débat et les questions, moi je voudrais juste souligner un point qui me paraît important, c'est ce que je disais au départ, je voudrais revenir là-dessus. Aujourd'hui, au Maroc, si je regarde juste la PropTech, il y a eu quelques investissements. J'en apprends tous les jours. Je ne sais pas si c'est dans la PropTech Presta Freedom. Oui, bravo. Donc il y a eu quelques investissements qui ont été faits. 1 million d'euros chez Presta Freedom. 1.1, pardon. On a eu chez nos amis d'Agent Z, je crois, 1 million d'euros, enfin 10 millions de dirhams aussi. Non, je crois que c'est 5 plus, ou 20 millions, 2 millions, ok, 20 millions de dirhams. Nous, chez Moubawab, on a eu de la chance d'avoir été bien accompagnés parce qu'on était dans les années d'or. Donc nous, on a pris le ticket gagnant qui est indicible, mais presque 20 millions sur tout le trajet, sur plusieurs pays. On était pas qu'au Maroc, mais voilà. Je crois qu'il y a Yaki aussi, mais je ne sais pas s'ils ont réussi à closer des levées de fonds. Mais à la fin, on reste, mis à part Moubawab, sans vouloir nous mettre sous le spotlight là-dessus, mais localement, sur des petites levées de fonds, qui je crois correspondent aussi à ce que disait Jérôme, avec des choses un peu plus mesurées. Et si on a des porteurs de projets, et ça pour moi j'aurais mis en numéro 1, mais c'est vrai, parce que par exemple, moi, les business plans qu'on a présentés à l'origine, en 2013, quand j'ai présenté en 2010, j'ai toujours pas fait le chiffre d'affaires que j'avais dit que je ferais en 2013. Et on est en 2023, 13 ans après, j'ai toujours pas fait ce chiffre d'affaires. Mais au final, les personnes parient sur, enfin les investisseurs parient sur la personne. Et ça, c'est important parce que malgré tout, on ne se fait pas abandonner. Et donc, ce qui est important, au final, si on a les personnes et qu'on a les fonds et qui sont prêts à investir, c'est surtout d'avoir le marché. Et c'est pour ça que moi, je remercie souvent les agents immobiliers, les promoteurs qui nous ont fait confiance parce qu'ils nous ont accompagnés à avoir cette croissance. C'est pour ça qu'on fait un écosystème. Nous, maintenant, on fait partie de cet écosystème. Et c'est très important pour l'écosystème de soutenir les différentes startups pour qu'il y ait un marché et pour que la sauce prenne et au final, c'est ce qui va servir derrière les professionnels de l'immobilier dans le contexte de la PropTech qui lui ont fait confiance. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est tout à fait exact. En France, on l'a vu, en fait, les promoteurs immobiliers ont investi eux-mêmes directement dans les startups ou dans des fonds d'investissement et ça a permis à des startups de trouver des modèles innovants que les promoteurs immobiliers ont embarqués avec eux dans leur programme. Et donc ça, c'est très très important pour faire décoller l'écosystème, je confirme tout à fait. Et en plus, c'est eux qui connaissent de première main les besoins qu'il peut y avoir sur différents sujets. Absolument. Simplement, je mets un petit bémol sur ce sujet-là parce que le promoteur n'est pas un investisseur venture. C'est-à-dire que quand il fait un investissement, bon, il peut se tromper. Donc je pense que la bonne approche pour un investisseur est plutôt d'investir son argent dans des véhicules un peu intermédiaires, type des accélérateurs ou promouvoir des fonds d'investissement dédiés sectoriels qui regroupent plusieurs promoteurs entre eux, mais de confier cette gestion-là à des spécialistes de l'investissement associés à des spécialistes du secteur. Je pense que c'est la meilleure solution. Sinon, l'investisseur, ce qu'on appelle le corporate venture, souvent, il va prendre un truc pour son métier, mais en fait, il ne sait pas l'accélérer, ou il l'accélère que dans sa propre entreprise, et puis il peut se tromper, alors que s'il investit dans un fonds ou dans un accélérateur, a priori, l'entreprise est accompagnée, et donc elle fait beaucoup moins d'erreurs. Merci pour ces précisions. Je ne sais pas s'il y a des questions au sein de l'Assemblée sur des thématiques d'investissement ou s'il y a des promoteurs qui veulent absolument mettre l'argent à la poche demain matin pour monter un programme d'accélération aux côtés des équipes de Naufal ou autres. Je prends les cartes bancaires et les chèques. S'il n'y a pas de questions, oui. Donc Najid Msliman, donc voilà, juste par rapport à l'expérience et juste reconfirmer par rapport à ce qu'il a dit Jérôme, c'est ça?
effectivement, aujourd'hui, de moins en moins, les VC, donc les fonds d'investissement dédiés aux startups, ne donnent pratiquement plus d'argent au PowerPoint. Et d'ailleurs, nous, on a investi au niveau du Pré-Seed. Et donc, Pré-Seed, c'est vraiment avant, généralement, c'était au PowerPoint à l'époque. On avait déjà un très gros chiffre d'affaires par rapport au niveau de la startup. Et on m'a laissé attendre quand même une année pour faire un meilleur chiffre, pour prouver encore que... Voilà. Donc, et juste pour rassurer encore tout le monde, quand on est start-upper, on commence à s'intéresser et au niveau de... on regarde YouTube et tout ce qui se passe à l'international, notamment YC et autres, ils te disent la même chose. Parce qu'on entend toujours, mais non, aux États-Unis, ils commencent à donner de l'argent juste comme ça. Non, c'est pas vrai. Voilà, donc juste pour confirmer, il y a une réalité du marché et voilà, donc, et tant mieux quand même. Et je suis 100% d'accord, et même si nous, Moubab, on a été à l'âge d'or, on a dû notamment beaucoup investir de notre part et d'avoir une traction avant de pouvoir lever des fonds également, même quand c'était l'âge d'or. Donc c'est pas non plus toujours aussi simple. Salim, tu as une question? Écoutez, tout à l'heure, effectivement, le monsieur a parlé de PropTech en commençant par des solutions peut-être au départ qui peuvent être assez simplistes pour accompagner des promoteurs immobiliers, mais petit à petit, on est monté en grade. On est monté à l'aménagement du territoire, on est monté à la Smart City, à des systèmes de gestion de cités, etc. On pourra même parler de droit à l'habitat à un certain moment. Et là, le contexte aujourd'hui, avec le tremblement, etc., est très favorable pour en parler. Et donc je pense qu'à un certain moment, l'intervention de l'État, elle est importante. Ça ne peut plus être que des histoires d'investissement privé ou autre. Il faudrait voir comment effectivement avoir une task force pour pouvoir amener des investissements, je dirais publics, ne serait-ce que dans l'innovation ou même dans des incitations fiscales pour pouvoir justement... Parce que là, on touche quand même au droit à l'habitat. Donc, il y a des valeurs beaucoup plus importantes, je dirais, que du business entre start-up ou autre. Je suis tout à fait d'accord. En France, on a des dispositifs qui ont été mis en place. On a ce qu'on appelle la Banque publique d'investissement, la BPI, qui finance beaucoup l'innovation en France. Et donc ça, c'est le bras armé de l'État pour investir dans des projets innovants. Elle investit directement dans des startups ou indirectement dans des véhicules. J'ai moi-même bénéficié d'une poche de 10 millions d'euros sur un fonds d'État. Donc c'est très vrai. Il faut que l'État promeut l'investissement avec des dispositifs fiscaux avantageux. C'est très important. Et puis, il y a un deuxième aspect, un aspect législatif, c'est que bien souvent, les startups sont en avance sur le marché, sur certaines solutions, mais elles sont coincées par la législation qui les empêche de promouvoir leurs solutions. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait du lobbying qui soit fait au niveau de l'État pour faire avancer la législation. Et en France, ça a beaucoup fonctionné, mais c'est très important de continuer ce lobbying en permanence. Et je souhaite qu'au Maroc, eh bien, les choses puissent également s'organiser dans ce sens-là. Alors les fonds d'investissement marocains, est-ce qu'ils ils ont des secteurs, des orientations de la PropTech de prédilection, c'est-à-dire on va plus facilement vers la presta, vers la gestion immobilière, ou est-ce que ils pourraient oser aller vers des secteurs qui sont un peu plus réglementés, moins connus au niveau de la PropTech? Je pense à la gestion de syndic, par exemple. Bonne question. Aujourd'hui, les fonds, il n'y a pas non plus encore au Maroc de spécialisation. C'est des VC vraiment généralistes. Là, comme exemple, on peut parler... En fait, ce que les fonds recherchent, c'est vraiment de l'innovation. Aujourd'hui, quelque chose qui est disruptif. Je donne un exemple. On a dans le programme d'accompagnement une start-up, en fait, on peut la considérer en une fintech, mais finalement, c'est une fintech pour la PropTech. Pour la simple raison que
En fait, elle adresse le marché français vers l'Afrique par rapport au transfert d'argent avec la crypto. Sauf qu'il s'est avéré, une fois qu'elle est sur le terrain, que la majorité des transactions se font en Afrique pour l'acquisition de biens en France via la crypto et la tokenisation. Donc ça devient... c'est pas ce qui a été voulu finalement, mais c'est le marché qui a conduit finalement à ce que ça soit comme ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitiez aborder, Jérôme, Naoufal? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui souhaitent être posées? Non, je peux répondre. Je répondrai. Alors, malheureusement, non, j'apporte pas Maroc. Par contre, je peux aider des startups marocaines qui voudraient venir s'installer en France pour essayer de leur trouver un marché. Voilà, ça c'est possible. Ouais. Je voudrais peut-être juste apporter un élément complémentaire sur le fonctionnement des fonds d'investissement. Parce qu'on pense que l'argent, il est gratuit. Et en fait, c'est pas vrai. Un fonds d'investissement, il est constitué par des capitaux qui sont apportés par des institutionnels ou des personnes privées qui mettent de l'argent dans un fonds collectif, lequel est investi par une équipe de gestion. Mais ce n'est pas gratuit. C'est pour ça que le fonds d'investissement a un fonctionnement, parce que ce qu'il cherche avant tout, c'est de la performance. Et donc cette performance qu'il va essayer de trouver sur des fonds de 5 à 10 ans, il va la faire en achetant pas cher et en revendant cher. Donc c'est aussi pour ça que les fonds d'investissement ont des critères. C'est pas l'État qui donne gratuitement de l'argent ou qui finance gratuitement. Donc ça, c'est important aussi à comprendre quand vous levez de l'argent auprès de véhicules d'investissement, c'est que nous-mêmes, sociétés de gestion, on est challengés par nos souscripteurs, ceux qui mettent de l'argent, pour chercher de la performance. Donc c'est pour ça qu'on est aussi pénible. Voilà, je le dis, mais ça va mieux en le disant. C'est peut-être moins le cas de la CDG, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais ils ont peut-être moins d'objectifs de performance parce que... Alors figurez-vous, c'est ce qu'on nous accuse, en fait, alors que contrairement, on a des objectifs de performance et de TRI parce qu'on a investi l'argent du contribuable marocain. Donc on doit assurément bien le gérer et bien le rentabiliser. Donc contrairement à la BPI qui est là un peu de données partout, on ne peut pas se permettre de le faire. Ok, je ne voudrais pas trop déborder sur l'horaire, donc je voudrais remercier Naoufal Fassiferi de nous avoir accompagnés aujourd'hui et d'avoir donné un éclaircissement sur l'état de l'investissement au Maroc. Et Jérôme Révy pour son temps, son déplacement et les éclaircissements qu'il nous a donnés aussi pour nous donner des idées pour plus tard. Je vous remercie à tous. Il y a une dernière masterclass qui se réalise dans, je pense, 10 ou 15 minutes. Sous le chapiteau. Merci à vous.